Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéro de la saison de Dimanche en politique. Avec une année électorale forcément très riche. Dans un peu plus de 200 jours, c'est la présidentielle, puis les législatives en juin. Des échéances électorales majeures sur lesquelles nous allons revenir avec nos invités dans les semaines à venir. La Nantaise Sarah El Haïry la semaine prochaine, elle est secrétaire d'État à la jeunesse. Johanna Rolland, la maire de Nantes, qui sera en première ligne dans la campagne socialiste des présidentielles. Et puis Christophe Béchu, le maire d'Angers, très proche d'Édouard Philippe. Des élus qui ont tous un espoir, c'est que cette campagne électorale puisse se passer le plus normalement possible. Car vous le savez, la crise sanitaire n'est pas complètement derrière nous. Et le secteur, un des secteurs qui continue à en souffrir le plus, c'est celui auquel on va s'intéresser aujourd'hui pour ce Dimanche en politique. C'est la culture. Festivals, pièces, artistes font partie des personnes les plus impactées par les conséquences du Covid. Comment ont-ils résisté? Comment voient-ils l'avenir? La culture face au Covid, c'est dans Dimanche en politique. Ici, devant un haut lieu de la culture, vous le voyez, le Théâtre Gralin à Nantes. C'est parti. Et j'ai rejoint ici sur ce plateau du Théâtre Gralin que nous avons installé pour cette journée spéciale Vianney Marzin, mon premier invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire. Pour résumer, vous représentez et mettez en réseau des structures qui sont toutes en lien avec la musique actuelle. Ça va des écoles de musique aux studios de répétition, collectifs d'artistes, salles de concert, café culture, festivals. On va faire dans un instant avec vous un état des lieux de la culture en Pays de la Loire. Ben Barbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous le directeur du festival, l'un des plus grands festivals de France, organisé chaque année en juin depuis 2006. C'est à Clisson, près de Nantes. Cette année, à nouveau, ce festival, il n'a pas pu avoir lieu pour la deuxième année consécutive. Comment est-ce que vous avez vécu ce nouveau report ? Mitigé au moment de l'annulation, parce qu'on a fait partie des festivals qui ont annulé dans les premiers au mois de janvier, suite à une rencontre avec Madame la Ministre, où on s'est vite aperçu qu'effectivement les conditions allaient être trop compliqué pour monter le gigantisme entre guillemets de notre événement. C'est-à-dire que la jauge à 5000 qui était autorisée, elle était juste impossible pour le Hellfest. N'était pas tenable pour nous. Nous, on a vite réfléchi effectivement, puisque d'autres homologues ont décidé eux d'essayer de s'adapter effectivement à cette jauge, que nous, notre modèle, l'ADN de notre festival ne pouvait définitivement pas s'adapter à ces mesures. Et donc, on a préféré annuler. Donc, quand je vous parlais d'un sentiment mitigé, c'était effectivement la déception pour la deuxième année consécutive de devoir annuler un festival, mais également ce sentiment de sortir de cette incertitude qui nous pesait, parce que c'est vraiment ce qui, je pense, a été le plus difficile pour nous depuis finalement l'arrivée de cette crise. Et d'enfin savoir, effectivement. Et de pouvoir vous projeter à l'année prochaine, on en parlera dans un instant. Un mot quand même des conséquences financières. Votre chance, vous, au Hellfest, c'est que votre fidèle public, il a continué à suivre. Vous n'avez eu qu'1% de demande de remboursement. Ouais, on a évidemment bien conscience de faire partie des privilégiés. On a un public extrêmement fidèle pour lequel on n'a même pas eu besoin de batailler ou de sortir des arguments pour essayer de leur dire qu'on avait besoin effectivement de leur soutien. Ils l'ont fait naturellement. Ça a permis à notre structure, qui emploie maintenant 22 salariés, de tenir le choc. Je tiens à saluer également les mesures qui ont été prises par l'État malgré tout, qui nous a permis de garder la tête hors de l'eau. Je ne veux pas parler au nom de tous mes collègues et de toute la filière, mais en ce qui concerne le Hellfest, effectivement, pour pouvoir comparer avec d'autres homologues à l'étranger, mine de rien, il faut saluer quand même, effectivement, on a tout de suite senti qu'il y avait une volonté de protéger notre événement et notre association, et on a été suivi tout du long de cette crise. Et donc voilà, maintenant j'espère qu'effectivement on arrive à la fin de cette crise et qu'on va pouvoir... 2022. Un mot quand même, vous avez été en litige avec votre assurance puisque vous étiez un des rares festivals à avoir pris une assurance contre une épidémie. Est-ce que vous avez gagné ce bras de fer avec votre assurance? Alors la reconnaissance de l'assurance, non. Mais effectivement, on a quand même malgré tout trouvé un arrangement qui a permis à l'association et à l'assurance de repartir la tête haute. C'est tout ce que je peux dire. Bon, on imagine qu'il y a des discussions en interne importantes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des assurances, vous n'en prendrez plus pour les pandémies. De toute façon, ça n'est plus possible.
Pour l'instant, ça n'existe pas sur le marché, ni même à l'étranger. Je pense qu'elles vont arriver parce que tout est assurable aujourd'hui. Mais par contre, est-ce que Mais pour financièrement, 2022, il n'en est pas question. est-ce que financièrement, on n'aura pas les moyens effectivement de pouvoir en prendre une? Alors, Vianney Marzin, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la fidélité, la solidité financière du Hellfest. C'est notamment ce que vous avez constaté dans plusieurs études que vous avez soit menées, soit auxquelles vous avez collaboré, sur l'impact de la crise sanitaire sur le monde culturel et notamment sur les musiques actuelles qui sont plus spécifiquement votre partie dans votre pôle. Une centaine de structures, notamment en Pays de la Loire, ont répondu à un questionnaire. Quel est leur verdict à l'issue de cette crise sanitaire ou en tout cas à la période dont on parle, l'été 2021 ? Alors, cette étude, elle a été réalisée par un collectif qui s'appelle MCAC et qui est un collectif de fédération nationale. Et en effet, elle montre à quel point les budgets ont été impactés et les ressources propres ont été impactées par les associations culturelles entre 2020 et 2019. Donc les budgets ont été comparés. On est sur un tiers de budget en moins. On est sur des ressources propres qui descendent de également 25% ou un tiers. Mais ce qu'on constate surtout, c'est qu'il y a des situations très disparates dans le secteur culturel. Par exemple, les producteurs de musique sont particulièrement impactés. Et eux, c'est parfois, en Pays de la Loire, en tout cas, c'était moins 60% de ressources propres sur un an. Donc on imagine ce que ça peut faire en termes d'activité. Malgré les aides qui ont pu être déployées, dont parlait Ben Barbeau. Quand je parle de ressources propres, c'est justement les aides, enfin c'est pas les aides, c'est les ressources liées à l'activité. Donc, mais tout ça a été tempéré par l'apport des aides. Alors en effet, heureusement qu'il y a eu les aides. Et heureusement qu'il y a eu en effet le chômage partiel et le fonds de solidarité qui ont été mobilisés fortement par les acteurs. Et puis les aides des collectivités locales et territoriales qui ont aussi permis de temporiser, notamment pour des structures qui parfois n'y avaient pas accès en temps normal, mais qui là, exceptionnellement, ont pu y avoir accès. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ben Barbeau pour dire que l'État a vraiment joué son rôle? On a entendu beaucoup de critiques, on y reviendra, puisque notamment dans ce théâtre Gralin, on se souvient, pendant une centaine de jours, il y a eu des critiques très virulentes à l'égard de l'État. Est-ce que sincèrement, vous dites c'est injuste? Il a été présent pour soutenir la culture dans ce moment historiquement compliqué. Les amortisseurs généraux, en effet, ont fonctionné pour le champ culturel comme pour les autres secteurs. Et notamment, on n'a pas aujourd'hui de faillite absolument des entreprises. Il y en a peut-être quelques-unes qui se sont arrêtées, mais globalement, les entreprises ont tenu. Est-ce que ça risque de venir ? Par contre, c'est la suite qui va être peut-être plus compliquée, en effet, puisque ce qu'on a dans l'étude notamment, on voit que c'est dans 6 mois, 1 an, que les problématiques de trésorerie vont arriver, que évidemment les aides ont permis de compenser une partie des pertes, mais pas la totalité des pertes. Donc la trésorerie des entreprises ont été largement impactées. Et puis le moral des équipes est quand même atteint. Et même si en effet les amortisseurs, les aides ont fait leur effet, malgré tout, les gens ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. C'est toute une dynamique à relancer. C'est ça. Ils ont été tout le temps dans les problématiques quotidiennes de refaire, faire, défaire, annuler, finalement être pas dans l'improvisation parce que c'est des professionnels, mais quand même être dans des temps beaucoup plus courts que des temps habituels. Et du coup, aujourd'hui, il faut qu'ils arrivent à se projeter dans 2-3 ans dans des développements d'activité. Près de la moitié d'ailleurs dans l'étude que vous citez sont très pessimistes, pensent que la situation va continuer à se détériorer. Ben Barbeau, vous nous le disiez en filigrane en début de cette émission, finalement le plus dur à un moment ça a été moralement d'attendre, d'être inoccupé, de ne pas savoir où on allait. Ça c'est terminé, c'est derrière vous et vous vous êtes même carrément très bien projeté, je dirais, pour 2022 puisque grâce à la fidélité de votre public dont je parlais, vous allez pouvoir monter un événement encore plus important, carrément historique sur le site de Clisson, c'est-à-dire non plus un week-end mais 2 week-ends, non plus 4 jours mais 10 jours. Ouais, alors 7 jours de spectacle effectivement qui seront entrecoupés d'une petite pause quand même pour que les équipes puissent se ressourcer. Mais c'est voilà, on a au sein nous de l'association Hellfest une énergie et finalement sortir de cette crise. Et je pense que l'ensemble d'ailleurs des acteurs devrait effectivement arriver avec cette ambition de dire il faut qu'on rebondisse et les Américains disent think bigger entre guillemets. Pensez plus grand. Et ça veut dire qu'effectivement, au sortir de quelque chose qui a été extrêmement difficile, alors j'ai bien conscience que Hellfest aujourd'hui, grâce à son succès, peut se le permettre. Et on est privilégié au regard effectivement de la fidélité de notre public. Mais on a voulu rebondir et j'espère vraiment que les prochains mois vont nous donner raison et que la crise est plutôt derrière nous que devant. Et on va préparer quelque chose. Quand vous dites bigger, c'est avec Metallica, Deep Purple, Scorpion, Guns N' Roses. Ça veut dire que vous allez vraiment avoir une affiche absolument inédite.
dites, pour l'année prochaine, tous ces groupes, ils ont aussi envie, bien sûr, de venir à des festivals comme le vôtre. C'est une double demande, en fait. Ah, c'est une double demande, une volonté effectivement de toutes les parties de se retrouver. Les artistes aussi vivent quelque chose de cauchemardesque, hein. Ils ne peuvent pas se produire devant le public. Financièrement, pour eux, c'est également difficile. Donc il y avait une vraie volonté. Quand on a eu cette idée de double festival, vous n'avez pas eu de mal à le remplir en termes de groupes. Il a déjà fallu avoir le soutien effectivement des collectivités parce que 460 000 personnes qui vont déferler sur Clisson, c'est pas rien. 460 000 sur l'ensemble des 7 jours de concert. Donc effectivement, c'est un gros challenge pour nous. Mais les artistes ont tout de suite répondu présent parce que voilà, il y avait cette volonté, cette ambition de dire on a morflé entre guillemets sur les 2 dernières années. Eh ben, on va revenir encore plus gros. Et maintenant, on va repartir. C'est ce qui vous a permis peut-être d'avoir déjà Metallica que vous attendiez depuis le début du festival. Un mot quand même. Est-ce que vous avez encore des inquiétudes puisque la situation sanitaire semble quand même s'améliorer? On peut imaginer qu'en juin, on pourra organiser des concerts en France. En tout cas, on l'espère. Mais est-ce que le risque, c'est que les groupes dont on parle, puisque 85% de votre programmation vient de l'étranger, eh bien, c'est qu'eux ne puissent pas venir? Oui, il y a malgré tout, je ne vais pas vous dire qu'on organise cette future édition avec la même sérénité, que post-2019, entre guillemets. Donc il y a effectivement des risques. On pense notamment aux différentes restrictions dans les pays, parce qu'il faut savoir que les artistes viennent généralement en Europe pour visiter l'ensemble des pays, et que si certains pays exigent des quarantaines, ou etc., est-ce que les artistes vont faire l'effort de se plier à ces règles-là, ou est-ce qu'ils vont préférer de nouveau reporter leur tournée? Donc on ne s'imagine pas pour l'instant ce scénario, parce que comme on en parlait tout à l'heure, les artistes ont également une très grande envie de revenir et de jouer devant leur public. Mais c'est possible. Ça Tout pourrait est possible arriver. parce qu'aujourd'hui, quand on revient des un an et scènes demi à l'avance, ouvertes avec moins de groupes. Ce qu'on a finalement vécu depuis 1 an et demi, personne n'était dans la capacité de l'imaginer. Donc oui, malgré tout, il y a toujours une petite inquiétude, mais qui est quand même beaucoup moins importante que celle de l'année dernière quand on avait repris à la rentrée de septembre, où on s'était remotivé, mais c'était compliqué. Donc non, là on est quand même relativement serein. On va être optimiste, on va y croire. Depuis la mi-juillet, le pass sanitaire, il est obligatoire dans les lieux de culture, vous le savez. Alors il y a d'abord eu beaucoup de réticences. 2 mois après, comment est-il perçu? Est-ce que ce pass rassure? Est-ce qu'il dissuade les amateurs de cinéma, de spectacles, de concerts? Nous avons posé la question en Sarthe et en Mayenne. Je suis infirmière et je suis vaccinée, plutôt 2 fois qu'une, comme qui dirait. Et je conseille à tout le monde de le faire. Voilà, et ça me rassure beaucoup d'aller dans les établissements où tout le monde est protégé et il y a moins de risques. Je trouve que c'est rassurant de se dire que c'est contrôlé et que tous les gens qui sont à l'intérieur, ils sont contrôlés aussi. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est très bien, parce que comme ça, on va peut-être arriver à s'en sortir. Par exemple, si vous allez à un concert, est-ce que ça vous rassure ou est-ce que... Oui, quand même, oui. Oui, bien sûr. Parce que s'il y a quelqu'un qui a le Covid, à tout moment, on l'attrape tous. Mais après, ce qui est un peu plus difficile à accepter, c'est le fait qu'on soit surveillé, quoi. C'est plus ça, je pense, qui dérange les gens. Non, ça me rassure pas plus que ça, parce que j'ai jamais eu trop eu peur j'ai jamais trop été stressée par tout ça. Au début, si, j'étais un peu contre, parce que c'est vrai que ça en bloque plus d'un, et c'est vrai que ça a été du coup obligatoire, même si ça ne l'est pas réellement. Mais je l'ai fait parce que pour moi c'est hyper important et que ça m'a pas plus posé de problème que ça après. Donc, Il faut qu'on avance, parce qu'on peut pas continuer à vivre comme on a vécu, quoi. Donc ça permet de sortir. Donc oui, ça permet de sortir. Il faut qu'on avance pour s'en sortir. Est-ce qu'effectivement, Vianney-Marzin, c'est un mal nécessaire, le pass sanitaire, notamment pour la culture? Alors d'une certaine façon, oui, puisque ça permet quand même de rassurer le public qui se déplace sur un événement. Et on l'a entendu d'ailleurs. Et par contre, ce qui a été compliqué, c'est sa mise en œuvre pendant l'été, avec quelque chose d'assez subi. Mais est-ce que ça, c'est derrière les structures maintenant? Est-ce que ça y est, c'est rentré, c'est rodé ou pas tout à fait? Pas tout à fait, je pense encore, mais on voit que selon les structures, selon les projets, selon le public touché, le public jeune, le public... Aujourd'hui, en Pays de la Loire, on a un taux de vaccination qui commence à être intéressant chez les jeunes. Mais voilà, selon le public touché, c'est plus ou moins difficile. Et si on a des têtes d'affiche, si les gens sont très très motivés à venir, ils s'organiseront quoi qu'il arrive. Quand on est sur des plus petits événements
Voilà, ça peut être aussi D'où plus l'importance, compliqué. comme vous le disiez Ben Barbeau, think bigger, comme disent les Américains, de voir très grand pour donner envie de revenir. C'est un peu le cas pour le cinéma aussi, puisqu'il y a des pertes importantes de fréquentation dans les cinémas, pas seulement au Pays de la Loire, mais au niveau national. Moins 42% en juillet, ça s'est un petit peu diminué après en août. Et ça s'explique notamment par l'absence de ces gros blockbusters qui ont été reportés et qui montrent que finalement c'est plus compliqué de faire venir les gens au cinéma. Ben Barbeau, un mot quand même de l'édition à nouveau de 2022. Il n'y a plus de passe pour l'ensemble du festival à vendre. Ouais. Ceux qu'on trouve, ce sont sur des sites de revente et vous dites attention, ils se marchandent parfois à 1 800 € alors que le prix officiel c'est 289. Vous dites attention arnaque. Ouais, le seul moyen aujourd'hui qu'on a d'intervenir dans ce genre de processus, c'est effectivement de faire de la prévention, d'alerter les festivaliers sur le fait qu'il n'existe qu'une seule plateforme de revente officielle. Il faut qu'ils aillent sur notre site internet qui est autorisé effectivement à revendre des tickets Hellfest au prix de vente habituel, au prix de vente, 289 la valeur €. faciale initiale. Donc tout ce qu'on prend où on achète plus cher, on prend un risque voilà, la revente, d'être arnaqué. la donc vous revente dites à non. des prix exorbitants est interdite en France. Alors effectivement, les gens prennent le risque. Et c'est un combat qu'on a depuis plusieurs années maintenant parce que le Hellfest, victime de son succès, finalement, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et chaque année, on voit des gens qui effectivement arrivent avec des faux billets, qui pourtant les ont achetés et qui sont refoulés à l'entrée extrêmement du cher. festival. Donc voilà, on répète inlassablement qu'il faut faire extrêmement attention à ces sites de revente, aux différents sites et préférer aller sur notre sur structure. lequel on peut aller en toute confiance. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le chiffre que vous avez cité, 460 000 personnes attendues l'année prochaine pour ces 2 week-ends de Hellfest. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. On l'a constaté, les premières victimes de la crise, ce sont les intermittents. Malgré l'année blanche qui leur a permis de continuer à bénéficier du statut sans avoir à présenter des heures de travail d'habitude nécessaires. Malgré tout, pour beaucoup d'entre eux, la situation déjà précaire s'est aggravée et leurs interrogations sur l'avenir sont très fortes. Reportage auprès de 2 d'entre eux signés Vincent Calcagny et Floré Cotenceau. Club Panorama, c'est la version Covid-compatible du festival Les Escales, annulé pour cause de pandémie. Des concerts sur le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire qui se sont déroulés entre début juillet et le 15 août. 500 spectateurs par soir, un groupe par événement et bien sûr des techniciens pour faire tourner la machine, dont des intermittents du spectacle. Moi c'est Christophe, je suis technicien son depuis 20 ans maintenant et je suis intermittent du spectacle et ça veut dire faire 507 heures par an sur 12 mois. C'est un contrat par employeur et par date, donc j'ai multiples employeurs. Les 2 derniers mois, moi j'ai travaillé avec les Escales ici à Saint-Nazaire qui ont organisé le Club Panorama, des concerts les jeudis et dimanches, qui nous ont beaucoup aidés et fait travailler, mais sinon j'ai rien fait d'autre, quoi. Ça a été un été très, très calme. Moi, j'adore mon boulot et quand je le fais pas ou que j'ai pas les moyens de le faire ou qu'on m'empêche de le faire, c'est rageant, quoi. Enfin, c'est dur moralement et psychologiquement, quoi. Rester à la maison tous les jours, on tourne en rond, quoi, au bout d'un moment, tout simplement. Manon, j'aimerais que tu essayes pas de chanter là et que tu concentres tout sur énorme présence physique. Marie est comédienne et metteuse en scène. Elle est basée dans le Maine-et-Loire et dirige la compagnie Piment Langue d'Oiseau depuis 2005. Malgré les obstacles, sa compagnie affiche 3 spectacles nouveaux à son programme cette année. On a réussi à créer parce qu'il y a eu un gros coup de pouce de toutes les salles de spectacle qui nous ont ouvert les portes et on a pu répéter. On a pu faire nos représentations, par exemple aussi avec l'aide du festival Très tôt en scène, où on a fait les représentations dans les collèges. Tout le temps, on était tendus en ne sachant pas si on allait jouer ou si ça allait être annulé. Et encore maintenant, là on reprend le 1er octobre, mais il y a toujours cette tension en ne sachant pas où est-ce qu'on va jouer, comment, quand, dans quelles conditions, est-ce qu'il y aura du public. Intermittente du spectacle depuis 1996, Marie défend un statut qui permet à la culture française d'être une exception, même si elle reconnaît la complexité du système. C'est assez compliqué et puis ça a changé quand même depuis 1996. C'est souvent remis en question ce régime particulier. Mais heureusement qu'il existe et heureusement qu'il y a eu cette année blanche qui a permis quand même de continuer à vivre pendant cette année, même si on n'avait quasiment pas de salaire. Pour Marie et Christophe, l'automne s'annonce incertain comme l'été dernier. Une création à venir pour elle, un festival qui s'annonce pour lui, toujours suspendu au soubresaut de la crise sanitaire qui met la culture en péril.
Retour ici sur la place Gralin à Nantes avec mes deux nouveaux invités dans Dimension Politique. Bonjour Aymeric Seasso. Bonjour. Vous êtes adjoint à la culture à la ville de Nantes. Bonjour Chloé Langeard. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université de Nantes. Vous travaillez spécifiquement sur ces questions de culture et de la situation des intermittents du spectacle. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de Trampos. C'est une association dédiée à la pratique, la création, la formation musicale installée sur l'île de Nantes. Chloé Langeard, on vient de voir la situation des intermittents. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question. On estime que leur baisse globale de revenus, elle est de 10% à peu près l'année dernière. Mais est-ce que le pire n'est pas à venir pour eux ? Alors effectivement, une précarité certaine qui a amené à la mobilisation donc, et à l'occupation aussi de certains lieux, je pense en particulier au théâtre Gralin. Une précarité qui se voit dans la baisse des salaires, liée finalement à la baisse d'activité. En 2020, on a des rapports notamment qui ont été écrits par l'UNEDIC qui montrent qu'il y a une baisse d'activité certaine, mais qui n'est pas la même selon les secteurs d'activité. Alors lesquels sont les plus touchés ? Quels artistes, quels intermittents sont les plus impactés ? Souffre le plus? Alors déjà par secteur d'activité, il est clair que le spectacle vivant a été plus impacté que le spectacle enregistré, mais je dirais que le pire concerne toutes les prestations techniques liées à la création et à l'événementiel. Ensuite, il faut faire une distinction entre les artistes et les techniciens. Il est clair là aussi que les artistes ont été plus touchés que les techniciens qui sont majoritairement, en tout cas qui travaillent majoritairement dans le spectacle enregistré. Et puis enfin, au sein même de la profession artistique, il est clair que certains métiers ont été plus touchés que d'autres. Et là en particulier, tous les métiers qui ont trait au chant et à la musique, qui ont enregistré une baisse d'activité extrêmement importante. Là oui, parce qu'il n'y avait plus de possibilité de se produire, d'avoir des cachets. Complètement. Voilà, forcément. Il faut le dire quand même, est-ce que l'année blanche qui a été décidée par le gouvernement, finalement c'est un soutien assez rare dans le monde de la culture et dans le monde en général par rapport à la culture ? Effectivement, c'est une mesure exceptionnelle qui est liée finalement à nos politiques publiques en France, qui n'existent pas partout dans le monde. On a effectivement cette mesure exceptionnelle de l'année blanche qui reconduit finalement les indemnisations jusqu'en 31 décembre de cette année. Et puis on a une autre mesure exceptionnelle qui concerne aussi les primo-entrants qui ont moins de 30 ans et où là effectivement on a assoupli finalement les règles d'accès au régime qui sont normalement de 507 heures de travail pour 12 mois d'indemnisation et là on est sur 338 heures de travail sur 12 mois pour 12 mois d'indemnisation. Alors on va voir des images à présent qui vont nous ramener ici sur cette place Gralin quelques semaines en arrière, vous l'avez évoqué il y a un instant. Pendant 109 jours, à partir du 10 mars, des artistes ont occupé le site, ici derrière moi du théâtre Gralin. Ils en ont fait un lieu de débat, de revendication, ce qui a créé des tensions d'ailleurs avec le directeur d'Angers Nantes Opéra qui après le déconfinement leur a demandé de partir sous peine d'annuler les spectacles qui étaient programmés. On imagine un peu, vous Aymeric Seasso, votre malaise face à cette situation, vous élu communiste, à la culture à la ville de Nantes, je le rappelle, partagé entre des revendications d'intermittents que vous jugez probablement légitimes, en tout cas vous l'avez dit, et en même temps le nécessaire retour à une vie un peu plus normale pour la culture. Vous avez parlé, vous, d'urgence sociale à l'époque, et vous avez été très sévère sur l'État. Est-ce que vous étiez en phase avec les revendications et les dénonciations de ces artistes ? Oui, bien sûr, nous avons soutenu les revendications de ce mouvement. C'est jamais facile, ni pour les gens qui occupent et qui auraient préféré passer 3 mois parmi les leurs, ni pour une direction d'opéra. Je crois par contre qu'ici, le dialogue à la nantaise avec les directeurs s'est bien passé et le chapitre n'est pas clos. Il y a le 31 décembre, il y a une précarisation qui est toujours là et il y a celles et ceux qui peuvent ou pas rentrer dans le régime ou en tout cas ne pas en sortir. Et il faut d'abord dire et c'est la priorité qu'il ne faut pas en sortir. Alors, pour ces intermittents, mais aussi plus largement pour le monde de la culture, la ville de Nantes a décidé le vote d'argent, très concrètement, 1 million d'euros en 2020, 1 million d'euros à nouveau en 2021. Tout ça hors compétences municipales indirectes. Comment est-ce que vous avez aidé les structures très concrètement en quelques mots, puisqu'on ne va pas pouvoir détailler tout votre plan ? Oui, en fait, il y avait deux choses dans ce fonds. La première, c'était le soutien à l'emploi, à la chaîne économique locale. C'est une chaîne économique, ça vient d'être dit, précieuse,
compliqué. Et la deuxième, c'était le retour du public vers des propositions culturelles. Peut-être un troisième dispositif dont on parle peu, mais nous avons mis en place une cellule de veille et je crois que ça a été très apprécié. Elle continue, elle se prolonge. Nous nous réunirons la semaine prochaine parce que dans cette jungle de réglementation, il était parfois très dur de se repérer. Et là encore, il s'agissait de dialoguer. Là où il y avait un blocage avec le gouvernement, ici, nous avons voulu mobiliser et mobiliser ensemble les occupants de Gralin. D'ailleurs, ils participent à cette Et vous avez fait des aides indirectes, des fléchages directs, notamment vers des théâtres privés. Ça, c'est quasi unique en France. À la ville de Lyon l'a également fait. 200 000 € pour 4 théâtres privés, ce qui a été salué par le responsable de ces compagnies, qui étaient réellement en danger de disparaître pour certains. Et en réalité, quand je vous parle d'une chaîne économique fragile, il faut presque faire du cousu humain. Donc on va regarder ce qui nous manquait dans les dispositifs. Il y avait une inégalité de traitement parce que les théâtres, je ne rentre pas dans le détail, mais ont beaucoup de statuts juridiques différents. Donc il y avait les associatifs et les privés. On a mis tout le monde à égalité. Et là, vous vous êtes dit, il faut aider ceux qui en ont aussi besoin, même si c'est du privé. Ça reste de la culture. Ça reste évidemment essentiel à Nantes. Chloé Langeard, est-ce qu'au-delà de cette situation conjoncturelle, vous êtes maître de conférences en sociologie, donc vous avez l'habitude aussi du regard long. Est-ce que pour vous, forcément, il va y avoir un avant-après culture? Est-ce que par exemple, on peut imaginer encore des théâtres, des opéras qui continuent à proposer des abonnements à l'année? Est-ce qu'il va falloir aussi évoluer dans l'offre? Oui, effectivement, il y a une évolution, mais qui est déjà en cours, qu'il va falloir, je pense, accentuer, qui est tout ce qui est proposition de formes artistiques plus légères, au contact des habitants, donc plus, on va dire, soutenir toutes ces formes-là qui aujourd'hui existent, mais qui sont encore marginalisées, y compris artistiquement, dans les réseaux artistiques. Il vaut mieux avoir une grosse production programmée dans une scène labellisée plutôt que... Et ça, désormais, il faut évoluer. Nous dites oui, parce que la culture a besoin de revenir un peu au cœur de notre projet de société et l'un des enjeux à venir, ça va être celui du lien social et de la cohésion sociale. Lien social qui a été complètement ébranlé par cette crise sanitaire et je crois qu'une des cartes à jouer, et c'est pas la seule, mais pour le secteur culturel, c'est de réaffirmer sa fonction. Est-ce que la culture, elle était tout simplement trop élitiste pour dire les mots? Non. Pour certains publics? Non, c'est compliqué de parler de manière binaire comme ça. Non, on ne peut pas dire qu'elle était seulement élitiste. Il y a tout un travail de médiation culturelle, etc., qui est déjà à l'œuvre, mais encore une fois, qui reste marginalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément là où les pouvoirs publics mettent de l'argent, parce que ce n'est pas là où c'est visible. Et pourtant, c'est là où je dirais que la culture s'affirme d'un point de vue utilitaire aussi pour justement recréer du lien social, retisser. J'imagine que vous êtes sensible en amont à Aymeric Céasso. On est presque à la fin de cette émission. Écoutez, la culture, grande cause nationale. Je crois qu'effectivement, il doit y avoir un avant essentiel. Et un après. On a eu tous ces débats qui n'auraient pas lieu d'être, qu'on pensait régler depuis Malraux, sur est-ce essentiel ou pas. Aujourd'hui, je pense que l'équilibre n'est plus tenable. Il faut faire de la culture dans cette campagne, vous en parliez en introduction, une grande cause nationale et un nouveau pacte de financement entre État et collectivités, puisque je rappelle que les collectivités dépensent 2 à 4 fois plus en part budgétaire que l'État. Et c'est important effectivement de le rappeler. Et puis précisons aussi que ce n'est pas parce que les lieux de culture ont été fermés qu'il n'y a plus de consommation de culture. Ça a aussi évolué bien sûr vers des plateformes de streaming. Un mot, ça a explosé sur les plateformes de consommation culturelle. C'est aussi de la culture. Oui, effectivement, et notamment on voit que les pratiques culturelles se sont développées parce que l'offre numérique s'est développée, y compris d'ailleurs pour le spectacle vivant. Il faut continuer à occuper le terrain différemment face à cette concurrence? Oui, ça peut être complémentaire, mais là je dirais que la priorité c'est quand même d'aller sur le terrain, d'aller sur les territoires parce que les gens ont besoin de retisser des liens et que la culture peut avoir ce rôle-là extrêmement important pour notre société. Eh bien, ce sera le mot de la fin sur cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé les uns et les autres. La semaine prochaine, Maxime Jaglin, avec lequel je présenterai cette émission en alternance cette année, aura pour invité Sarah El Haïry. Elle est députée MoDem en Loire-Atlantique et depuis 1 an, elle est secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Merci beaucoup de nous avoir suivis ici dans ce très beau cadre de la place Gralin à Nantes. Je vous souhaite une excellente journée sur France 3.